Jumeaux Magnifiques, le podcast de Cap Digital qui vous emmène à la découverte des jumeaux numériques pour la ville de demain. 90% des flux commerciaux mondiaux transitent par les ports maritimes. Il s'agit donc d'un maillon essentiel de notre économie globalisée. Rien qu'en France, le port de Marseille traite 96 millions de tonnes de marchandises et voit passer 3 millions de passagers chaque année. Un flux considérable qui n'est pas sans conséquence sur l'environnement et l'infrastructure portuaire elle-même. Dès lors, la maintenance est un enjeu majeur pour ce patrimoine globalement vieillissant et constitue un levier de compétitivité essentiel. Par exemple, un port comme celui de Los Angeles génère un chiffre d'affaires de 500 000 $ par heure d'exploitation. Inutile de le préciser, un quai hors service peut donc rapidement devenir un gouffre financier. Ce défaut de maintenance pourrait coûter encore plus cher. En effet, le coût de l'inaction serait évalué à 100 milliards de dollars au niveau mondial. Maintenir l'infrastructure a également de nombreuses vertus environnementales, à commencer par l'allongement de la durée de vie des ouvrages, une consommation de ressources limitée et des économies d'énergie amplifiées. Les jumeaux numériques, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, peuvent constituer une part de la réponse à ces enjeux. Modèle 3D de l'infrastructure, remontée, analyse des données et visualisation sont autant d'outils à disposition des gestionnaires des ports pour les aider à prendre les décisions les plus éclairées possibles. Avec Pierre-Emmanuel Peyrou, CEO d'Abim, plongeons 20 000 lieues sous les ports pour comprendre ce qu'apporte le jumeau numérique à cette infrastructure clé. Pierre-Emmanuel, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Pierre. Alors, je vais de manière un petit peu impolie parler un tout petit peu de moi. Je dois avouer que je suis auvergnat, j'habite à Paris, donc autant vous dire que la mer et les ports n'ont jamais fait partie de mon quotidien. Expliquez-moi donc aussi simplement que possible, qu'est-ce qu'Abim et comment, on va dire, l'idée vous est venue? Alors Abim, c'est un peu l'aboutissement d'une vie dédiée à la plongée sous-marine, puisque j'ai fait mon baptême à l'âge de 11 ans. Et j'ai occupé successivement différentes fonctions comme moniteur de plongée sous-marine, plongeur de combat dans l'armée de terre pendant 15 ans, chef d'entreprise scaphandrier, et aujourd'hui, chef d'entreprise d'une start-up qui vient développer un software dédié à la surveillance des ports. Alors Abim, c'est Aquagenius Building Information Modeling, et Aquagenius, ça veut dire né dans l'eau ou de l'eau en grec. Donc on est exactement dans le sujet des ports, de la mer, le milieu aquatique. Quelle solution vous proposez? Alors, Abim, c'est une start-up innovante. Elle est dédiée à la surveillance et à la maintenance prédictive des ports et des structures immergées. On propose aux clients de connecter leur environnement physique à leurs jumeaux numériques. Vous augmentez la valeur actuelle de l'actif de vos ports. L'objectif, en fait, c'est de confronter le chiffre d'affaires réalisé par le port avec l'état de son infrastructure. Est-ce que vous êtes dans une situation à risque ou est-ce que vous êtes dans une situation où vous devez prendre des décisions sur les années à venir pour affronter deux challenges. Un, c'est l'état vieillissant de votre port. Deux, le changement climatique et la hausse du niveau des océans. Très rapidement, dans les 50 ans à venir, il va falloir prendre des décisions, soit de résilience, c'est-à-dire on abandonne certaines zones, soit d'évolution des infrastructures, on vient surélever les ports. Aujourd'hui, Abim va proposer aux clients, c'est-à-dire aux autorités portuaires, aux exploitants d'infrastructures portuaires, de détenir certains métriques qui vont leur permettre de prendre des décisions d'un point de vue stratégique sur est-ce qu'on surélève ou est-ce qu'on décide d'aller sur de nouvelles infrastructures. Quand on parle de surélever un port, c'est basique, on va construire par-dessus le port, par-dessus l'existant. Est-ce qu'on est capable de mettre une superstructure, donc de nouveaux quais, de nouveaux pieux, de nouvelles dalles, de nouvelles grues sur une structure qui est déjà existante et qui au demeurant a déjà 60, 70 ans. Et l'objectif, il est d'aller capter l'état du génie civil sous l'eau pour par la suite décider de faire des études complémentaires qui vont nous permettre de dire on est capable de construire par-dessus ou bien on doit déconstruire et reconstruire le port. Aujourd'hui, la construction d'un port, c'est 200 millions d'euros du kilomètre. Voilà. Donc l'enjeu est vraiment stratégique à double titre, puisque est-ce qu'on décide de reconstruire une infrastructure ou est-ce qu'on décide de déconstruire, reconstruire? Imaginez bien qu'aujourd'hui, vous allez sur une zone et puis vous dites on va construire un port, ça va être très long. Parce qu'il va y avoir des enjeux politiques, il va y avoir des enjeux environnementaux. Donc l'infrastructure telle qu'elle est à l'heure actuelle, il faut la protéger. Il faut se donner la chance de pouvoir l'exploiter encore pendant 80 ans. Et si on n'a pas un état des lieux précis à un instant T de l'infrastructure, on ne va pas pouvoir anticiper tous ces investissements.
Donc c'est à ce niveau-là qu'on se positionne, où on invite les clients à dire projetez-vous dans 10 ans, ce qui est déjà très compliqué, puisqu'on sait que le maritime, ça se gère au mois, puisque les flux peuvent varier d'un mois sur l'autre. Et on propose aux clients de dire allez au-delà des 5 ans, allez au-delà des 10 ans pour essayer de mobiliser vos investissements. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un chiffre d'affaires qui est important. Demain, ce ne sera peut-être pas le cas. Mais si vous êtes capable d'anticiper ça, vous aurez un avantage concurrentiel vis-à-vis de vos clients. Et est-ce qu'on a le différentiel? Un investissement sur un port, c'est 200 millions de kilomètres pour un port neuf. Est-ce que la rénovation, la surélévation coûte, elle, un petit peu moins cher? Est-ce qu'il y a un véritable avantage à rénover, à entretenir quelque part? Alors, il y a eu une étude qui a été menée pour les États-Unis, notamment sur le port de Los Angeles. C'est 17 milliards de dollars pour surélever l'intégralité du port. Parce qu'une fois que vous avez surélevé votre port, il y a toutes les infrastructures périphériques qu'il faut prendre en compte. Donc, je pense que c'est à l'échelle du milieu maritime, mais ce sont quand même des investissements que vous ne pourrez pas faire comme ça du jour au lendemain. Donc, vous n'avez pas le choix que d'anticiper ces investissements-là. Ces jumeaux numériques sont assez récents, on va dire, à l'échelle de l'existence des ports, qui est quand même une infrastructure ancestrale, pour dire le moins. Quel est l'apport, on va dire, assez concret de ces jumeaux numériques par rapport aux pratiques qu'il y avait il y a encore quelques années? Ce qui m'a amené à ça, c'est mon expérience en tant que chef d'entreprise et scaphandrier. Prenons un exemple des ports de Monaco. En 2015, on a fait les expertises de l'ensemble des ports. Alors là, on parle d'un port de plaisance, une marina, de luxe, certes. Ça a été l'équivalent de 2 mois et demi de plongée, 240 plongées, 450 pages de rapport. Il faut savoir qu'en 2023, ce rapport de 2015 est toujours utilisé en version papier. Les nouvelles technologies dans le milieu maritime ont encore du mal à arriver. C'est-à-dire qu'on a encore besoin de ce papier. Mais on a un problème, c'est qu'on a un rajeunissement, je dirais, des équipes qui viennent gérer les ports. Et on est confronté à des jeunes ingénieurs qui arrivent et qui sont habitués aux nouvelles technologies et notamment à la 3D. Et une génération qui est, même s'il lui reste une dizaine d'années à faire sur le départ, et qui, elle, a encore le réflexe d'aller ouvrir une armoire, sortir un rapport papier et d'aller consulter les informations qui sont à l'intérieur. Et aujourd'hui, on doit faire évoluer ce paradigme, c'est-à-dire qu'on doit donner la possibilité aux futurs ingénieurs, au travers d'un outil numérique, d'aller capter des informations qui ont été réalisées sur un environnement physique dans les années 80, dans les années 70, et on va se rapprocher de nous aujourd'hui dans les années 2020. Ça, aujourd'hui, c'est pas faisable. On a une grosse perte d'historisation parce qu'on envoie encore des scaphandriers prendre des photos avec des gens qui, derrière, viennent faire des rapports au travers d'un PDF et qui transmettent un PDF à un client. Et ça, aujourd'hui, c'est plus envisageable. Aujourd'hui, quand vous allez sur Google Earth, la première chose que vous faites, vous regardez comment était votre environnement autour de chez vous, autour du site que vous visitez, en 2000, en 90. Alors certes, l'image spatiale de 1990 n'était pas une bonne définition, mais aujourd'hui, on voit bien, encore une fois, avec le changement climatique, on est capable avec une réglette, de comparer l'état de l'existant sur 30 ou 40 ans. Ça va être la même chose pour les ports. On parlait d'un horizon à 10 ans pour les gestionnaires d'infrastructures portuaires. À 10 ans, on le sait, le changement climatique aura déjà largement entamé ses effets sur la mer, sur le niveau de la mer, sur les infrastructures, sur globalement nos vies quotidiennes. Du coup, comment Abim prend ceci en compte, aussi bien dans l'aide à la décision que dans même la construction de sa solution pour essayer de limiter au maximum son empreinte carbone? Alors, il a fallu, avant toute chose, étudier les différents référentiels existants pour choisir les meilleurs, pour pouvoir conseiller du mieux possible nos clients. Vous parlez de référentiels, c'est-à-dire ? Les référentiels qui ont été établis aujourd'hui pour surveiller des structures comme des ponts, comme les ports, puisque le référentiel qui a servi, qui s'appelle l'IQOA, Image, Qualité, Ouvrage d'Art, a été établi en 1974 après l'effondrement du pont Wilson à Tours. On sait en France, on a un dossier d'ouvrage d'art sur chacun des ports. On connaît l'état de nos ponts. Ça a été calqué sur les ports. Donc aujourd'hui, quelque part, les autorités portuaires connaissent de manière générale l'état de leurs infrastructures. Pour revenir au changement climatique, on a un focus aujourd'hui, c'est la décarbonation. Mais effectivement, on oublie qu'on est déjà dans les effets du changement climatique. On oublie qu'on doit déjà s'adapter, notamment à la hausse du niveau des eaux.
On a des projections à l'horizon 2100 et on se rend compte que ces projections à l'horizon 2100, maintenant, sont calquées sur l'horizon 2050. Et 2050, c'est demain. Le plus dur pour ABIM, c'est d'arriver à faire comprendre à ses clients qu'elle doit anticiper 2050. Et ça, c'est un vrai challenge. Si on revient sur ces référentiels, on vient inspecter un port sur 3 axes. Un axe mécanique, comment est-ce qu'il a été construit ? Donc, dans les années 40, dans les années 50. Comment est-ce qu'il est aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu des évolutions ? Donc, c'est toutes les informations que l'on va venir mettre dans un jumeau numérique. Un axe d'usage, à quoi sert le port, mais dans lequel on vient intégrer la sécurité des salariés. Et un axe stratégique, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, sur le chiffre d'affaires que réalise le port à l'heure d'activité. La corrélation des 2 premiers éléments vient donner un premier axe de décision d'investissement pour le client sur son quai. Est-ce que mon quai qui génère 500 000 $ de l'heure d'activité, je vais moins le surveiller que celui qui génère 50 000 $. Donc la première information, elle vient là. On vient dire à notre client, à tel endroit, cet espace est stratégique pour vous, vous devez surveiller votre port, vous devez réaliser des actions de maintenance immédiate ou des actions de maintenance à l'horizon des 5 ans. Donc on vient inscrire notre client sur 5 années, dès le départ, en lui disant, ici il y a une urgence, ici il y en a un peu moins, là-bas vous pouvez tenir sur les 10 prochaines années, puisqu'on vient aussi lui dire, la surveillance classique à l'horizon des 5 ans va vous amener machinalement à l'horizon des 10 ans. On parle jusque-là de la montée des eaux. Je crois savoir que le changement climatique aura d'autres conséquences sur la mer, sur les océans, que la simple montée des eaux. On pense au réchauffement, on pense à l'acidification, on pense à d'autres conséquences, somme toute, pas très agréables à entendre. Est-ce que ces conséquences-là sont aussi quelque part intégrées dans ABIM ? Est-ce qu'elles sont prises en compte ? Est-ce qu'elles permettent aussi d'accompagner le décisionnaire ? Alors, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur le génie civil. On a dans les ports ce qu'on appelle la zone de splash. C'est la zone de marnage, c'est la zone de la limite entre l'air et l'eau. Cette zone, elle est significative puisque c'est à cet endroit-là qu'on voit les plus grosses dégradations sur le béton. Toutes ces dégradations, auparavant, elles étaient hors de l'eau. Aujourd'hui, elles commencent à être dans l'eau. Ce qui veut dire que le béton qui à cet endroit-là n'est plus étanche, eh ben, il est dans l'eau rentre et vient toucher donc le cœur du béton armé, c'est-à-dire les aciers, et ces aciers commencent à corroder. ABIM se positionne également dans une optique d'allongement du cycle de vie de l'infrastructure. Mais on n'est pas spécialisé dans ce domaine-là. Donc, on va travailler en étoile avec des entreprises ou des startups qui développent des modèles prédictifs de dégradation, des modèles prédictifs de prise en compte du changement climatique, de la hausse du niveau des océans. C'est pas notre cœur de métier, mais par contre, on va être obligé de le prendre en compte pour fournir des informations complémentaires aux clients. Très bien, et c'est intéressant parce que ça montre encore une fois que sur ces questions, aussi bien de jumeaux numériques que de changement climatique, personne détient, on va dire, la totalité de la connaissance, et quelque part, ça nous oblige à travailler aussi en étoile, comme vous avez dit, avec des partenaires ou les clients. Sur ce point-là, aujourd'hui, ABIM va intégrer de la donnée spatiale. C'est-à-dire qu'on va être capable de mesurer par satellite la déformation d'un port en X, Y, Z depuis l'espace avec de la donnée radar. Il faut savoir qu'au travers de l'imagerie spectrale, donc un autre type de données, on est capable de prendre des mesures physico-chimiques sur les océans qui, elles, pourront être exploitées et intégrées dans un jumeau numérique afin de fournir à nos clients des informations complémentaires. Très intéressant. L'espace au service des ABIM. Et donc, ces données spatiales, elles proviennent d'où ? Avec qui vous travaillez spécifiquement sur ces sujets ? Aujourd'hui, on va signer un partenariat avec Connect by CNES, qui est l'incubateur du CNES, pour réaliser un POC sur l'impact des données spatiales dans la surveillance des infrastructures portuaires. L'utilisation des données spatiales va se faire dans le cadre de ce partenariat. Il y a différents fournisseurs européens. Il faut des données satellites haute définition. Donc il y a des constellations qui sont dédiées à ce type de relevé. Et c'est dans ce cadre-là que l'on va utiliser de la donnée. Elle va être fournie directement par les acteurs spécialisés de la donnée spatiale qu'on appelle aujourd'hui le New Space. Le jumeau numérique, qu'on appelle ici le jumeau magnifique, on le sait, il a aussi
il met à rude épreuve, des fois, les acteurs qui essaient de le mettre en œuvre. Du coup, quel effet de bord, quel effet un peu maléfique vous avez eu quand vous avez mis en œuvre Abîme, quand vous avez essayé de le présenter aux clients sur les premiers POC, sur les premières réalisations, des choses que potentiellement vous n'aviez pas du tout anticipées? Le premier effet de bord, c'est que créer une architecture BIM et créer des inférences BIM autour des ports, il a fallu tout créer, donc ça fait 5 ans qu'on travaille dessus, et ça y est, on arrive. Donc le premier effet de bord, ça a été toute la R&D qui a été effectuée pour arriver à sortir notre produit début septembre 2023. Donc on y est. En virtuel, on sait que ça fonctionne très bien. Le deuxième effet de bord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a une moyenne d'âge dans les ports des équipes techniques qui est supérieure à 50 ans. Alors, je m'en rapproche. Mais tous ces gens-là, l'informatique, pour eux, dans le meilleur des cas, c'est de la GMAO, c'est du tableur Excel. Et la notion de base de données telle qu'on pourrait l'exploiter aujourd'hui, elle est très loin pour eux. Et à l'inverse, on a une génération de jeunes ingénieurs qui arrivent, comme je vous l'ai déjà dit, qui elle, est tournée vers la 3D, qui est tournée vers l'intelligence artificielle. Et il faut arriver à ce que ces deux univers-là communiquent entre eux. Il faut arriver à ce qu'un jeune puisse dire à un ancien « Regarde, ça c'est génial, ça va révolutionner notre manière de suivre notre infrastructure. » Et un ancien qui a, entre guillemets, les cordons de la bourse, puisse dire « Ok, on investit dans un outil tel que celui-là parce que je sais que ça va permettre de changer la donne. » Ce qui est très éclairant, c'est encore une fois qu'on a des difficultés, entre guillemets, des effets de bord, qui sont finalement aussi bien technologiques qu'humains, et c'est le mélange de tout ça, quelque part, qui fait le sel du développement de ce type de technologie. Ah oui, alors souvent, et très très souvent, je répète qu'on a beau créer un environnement numérique, on aura toujours besoin d'un être humain pour aller faire une levée de doute. Donc on ne se passera jamais des scaphandriers, parce qu'on aura toujours besoin d'un scaphandrier pour aller contrôler quelque chose que l'on aura relevé au travers d'un robot sous-marin, en se disant est-ce que cette image-là nous permet de tirer les conclusions qui vont amener à donner une information stratégique au client. Il faut garder à l'esprit que quand on dit à un client votre zone, il faut la mettre en sécurité, ça veut dire que le client ne peut plus exploiter. Si on ramène ça au déchargement d'un container, quand vous avez un bateau de 23 000 containers qui arrive à quai, et vous êtes obligé de le décaler de 100 mètres, vous perdez le déchargement avec une grue. Donc ça veut dire que vous perdez peut-être 1 heure ou 2 heures de travail. Et ça, c'est pas envisageable. Imaginons que Abîme vienne dire à un client, là, il faut fermer l'infrastructure. L'effet de bord, il est énorme. Il y a une responsabilité qui est mise en jeu, et on ne peut pas se permettre de jouer avec cette responsabilité-là. D'où l'importance de l'être humain. Si l'image que l'on a extraite par le robot sous-marin a besoin d'être confrontée avec l'œil d'un expert, on enverra toujours un scaphandrier formé pour aller lever le doute. D'où l'importance de l'être humain dans tout cet écosystème numérique. Dernière question. Quels sont les futurs horizons d'Abîme? Quelles sont, on va dire, les prochaines étapes? Vous avez parlé d'une sortie en septembre. Quelles sont les étapes à suivre? L'actualité pour nous en ce mois de septembre, c'est d'implémenter la solution Abîme au sein des ports de Toulon-Provence Métropole, sur le port de commerce, mais également sur les ports de plaisance qui dépendent de la métropole, avec un objectif sur les années à venir, c'est que ce soit la solution de référence pour la maintenance de toute l'infrastructure. Leur objectif, c'est de définir un plan prioritaire d'évaluation de l'état des infrastructures et de définir derrière un plan prioritaire d'investissement. Donc, notre solution est tout à fait adaptée à leurs besoins aujourd'hui et c'est l'actualité de ce mois de septembre. Pour nous, c'est l'internationalisation puisque rien que pour les États-Unis, il y a plus de 3700 ports. Notre objectif est d'arriver à pénétrer 3 marchés. Le marché Amérique centrale, Amérique latine, puisque les infrastructures routières n'existent pas et donc on est dépendant du cabotage, donc des ports dans toute l'Amérique latine. On va commencer par vraisemblablement les ports de Carthagène en Colombie. On est en discussion aujourd'hui avec le canal du Panama. Notre deuxième marché, ça va être le Moyen-Orient, puisque les majors sont aussi là-bas, avec Abu Dhabi Port, avec DP World. Donc à eux seuls, c'est plus de 200 ports sur la planète. Et puis notre troisième marché, c'est le marché américain, Amérique du Nord. Comme il a été dit l'année dernière, l'administration américaine va débloquer 178 milliards de dollars pour ses infrastructures. Alors,
rails, ponts, routes et ports. Et l'objectif, c'est de proposer une solution au marché américain pour surveiller les infrastructures portuaires. On a notamment eu très récemment un échange au sein avec CMA-CGM, avec le directeur du port de Miami et le maire de Miami, qui sont intéressés par cette solution. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a une feuille de route qui est bien chargée pour la fin de l'année et même pour je l'espère, les années à venir. Pierre-Emmanuel, je vous remercie donc chaleureusement d'avoir participé à notre podcast Mon jumeau magnifique. Chers auditeurs, retrouvez-nous prochainement dans le dernier épisode de notre podcast qui sera disponible sur toutes les bonnes plateformes. À bientôt.